Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 15 avril. Soulagement à pleine fougère, l'assassin présumé de la petite Caroline Dickinson est bien Francesco Archimontes, l'Espagnol arrêté aux États-Unis. Les tests ADN pratiqués à Paris l'ont confirmé. À Vimy, malgré un incident ce matin, les préparatifs s'accélèrent pour le transfert des obus chimiques de la Grande Guerre. Il aura lieu cette nuit par la route jusqu'à la base militaire de Suippes, en Champagne. Et puis dans ce journal, l'enquête de nos correspondants Éric Monnier et Roger Motte sur les trafics de main-d'œuvre à bon marché en Afrique. Un bateau fantôme transportant des enfants esclaves naviguerait en ce moment au large du Bénin. Et puis enfin, le Paris-Roubaix pour cette 99e édition. Les concurrents ont eu leur dose de pavés et de boue. Une journée homérique dont le héros s'appelle Servais Knaven, un néerlandais arrivé en solitaire à Roubaix. Bien sûr, l'affaire Dickinson n'est pas encore résolue. Bien sûr, l'Espagnol Francesco Archimontes, arrêté aux États-Unis, est toujours présumé innocent. Mais les tests pratiqués à Paris sont formels. Son ADN correspond à celui retrouvé sur les lieux du crime et du viol de la petite Caroline en juillet 96 à Pleine Fougère. Zinedine Boudaoud. L'attente aura duré moins d'une journée. Une journée décisive au terme de 5 années d'enquête. Hier soir, vers 22 h, le parquet de Rennes livre les conclusions des expertises génétiques. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Pleine Fougère. Ce constat ne peut que conduire les autorités judiciaires françaises à vouloir entendre la personne interpellée en Floride. Aux yeux de la justice, Francisco Archimontes serait donc bien le meurtrier présumé de Caroline Dickinson. Son patrimoine génétique se confond avec celui prélevé il y a 6 ans sur le corps de la jeune Anglaise. Les analyses d'ADN pratiquées par ce laboratoire de la police scientifique de Paris ont relevé 16 marqueurs identiques, alors que 7 suffisent à établir une certitude devant les tribunaux. La famille Dickinson est prudente, elle n'a jamais renoncé à retrouver le meurtrier de Caroline. Je voudrais remercier les médias de ne pas avoir oublié Caroline pendant ces 5 années. La couverture médiatique qui a accompagné ce drame me semble avoir permis ce dénouement. Car c'est en lisant le Sunday Times qu'un officier des services américains de l'immigration, au retour de vacances en Europe, reconnaît le suspect évoqué dans les colonnes du journal britannique. À chaque fois que nous consacrions un article à l'affaire Dickinson, nous hésitions à publier le nom d'un suspect. Mais dans ce cas-là, nous espérions que quelqu'un reconnaîtrait cet homme. Mais nous ne pensions pas que cela viendrait des États-Unis. Depuis début mars, l'homme recherché pour le viol et le meurtre de Pleine Fougère est détenu à Miami pour agression sexuelle. Avant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs français s'intéressent à ce qui ressemble à l'itinéraire d'un pervers sexuel. Montes avait été condamné en Allemagne et en Espagne pour tentative de viol et d'autres agressions pourraient lui être reprochées en France. Un mandat d'arrêt international devrait être transmis très vite à la justice américaine. À Pleine Fougère, c'est le soulagement. Depuis 5 ans, les habitants qui avaient eux-mêmes accepté de se soumettre à des tests ADN suivaient cette enquête avec attention. Le village va enfin pouvoir tourner la page. Jacques Deveau et Michel Hiver. Cet après-midi, à Pleine Fougère, se déroulait la traditionnelle course cycliste de Pâques. L'épreuve s'est fait voler la vedette, car l'événement aujourd'hui, c'était le résultat des tests génétiques réalisés sur Francisco Archimontes. Le village ne parlait que de ça, et l'on sentait que les habitants avaient le cœur plus léger. Eh bien, on est satisfait quand même, on est très heureux que l'affaire quand même soit terminée, classée, que ce ne soit pas les habitants de Pleine Fougère, bien sûr. Je suis très contente et il faudrait que ça aboutisse toujours comme ça. Et enfin la paix à Pleine Fougère. Absolument. Ce qui prouve qu'il faut qu'il y ait un fichier. À mon avis, il faut qu'il y ait un fichier pour que des individus comme ça soient reconnus le plus vite possible, quoi. La population est soulagée à la hauteur de l'épreuve qu'elle a subie. Ainsi, en 97, le juge Van Ruymbeck demandait à toute la population masculine d'accepter de subir un test ADN. D'une manière rétroactive, on peut penser que quelque part, il avait raison de s'attacher au test ADN. Je crois qu'il a décidé, c'était pas évident sans doute pour lui, de faire une première pour ces tests à Pleine Fougère. Je crois que ça lui donne aujourd'hui raison. À l'auberge de jeunesse, là où est morte Caroline, le meurtre est toujours dans les esprits.
Personne ne pouvait admettre que ce crime reste impuni. Le soulagement ne vient que maintenant parce qu'on le connaît, on espère connaître la vérité avec les résultats de ces tests, mais il deviendra définitivement lorsque le coupable aura avoué complètement. Le meurtre de Caroline Dickinson aura marqué l'histoire de la commune. Il marquera aussi celle de la justice française. Par l'affaire Dickinson, les tests ADN ont démontré qu'ils étaient devenus incontournables pour trouver un suspect et disculper des innocents. Les préparatifs vont bon train à Vimy pour évacuer en priorité les obus chimiques de la guerre de 14, une quarantaine de tonnes sur les 173 stockés sur la place. La phase de conditionnement s'avère délicate. Ce matin, elle a été légèrement ralentie par un incident, une fuite sur un obus contenant du phosgène. Patrick Fandiot, Vincent Bouffartigue et Dominique Mas. Vu de loin, le dépôt de Vimy, en milieu d'après-midi. 2 camions attendent avec leurs conteneurs de munitions. Un autre va les rejoindre pour former le convoi qui partira d'ici dans 5 heures, si tout va bien. Car depuis ce matin, les démineurs poursuivent leur délicate et dangereuse mission. Bouteilles d'oxygène, combinaisons étanches obligatoires pour manipuler ces dangereux obus de la guerre 14-18. 3200 projectiles qui contiennent les fameux et mortels gaz moutarde et phosgène. Ces obus sont enfermés dans 57 caisses plastiques spéciales de ce type, renforcées pour éviter tout choc qui pourrait provoquer une fuite de gaz toxique. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit ce matin. Vers 11 h, une fumée blanchâtre s'est échappée d'une caisse de munitions, comme on le voit sur cette photo, du phosgène libéré par un obus. Le préfet du Pas-de-Calais venait juste de se poser sur le site. Un appareil s'est déclenché il y a une dizaine de minutes alors que j'étais sur le terrain. Tout le monde a reculé à ce moment-là. Tout le monde était sous appareil respiratoire isolant naturellement. Et nous sommes en train de procéder aux analyses nécessaires. Donc c'est un petit élément d'indication de fuite, probablement sur une des munitions concernées, sans qu'il y ait de phénomène plus grave. La fuite colmatée, la décontamination effectuée, le chargement a repris, avec des démineurs très prudents car conscients du risque. Voilà. Le risque majeur, je dirais, c'est au moment du dépilement des caisses. Donc ils sont gerbés sur 3 niveaux. Donc c'est la couche supérieure qui présente le plus de risque de la descendre. Une fois que les caisses sont placées et fixées sur leur palette, le risque est nettement amoindri. Ce soir, le dispositif se met en place pour ce convoi exceptionnel qui traversera la ville de Vimy et les communes avoisinantes, abandonnées par près de 12 000 personnes. Et conditionnés dans ces conteneurs réfrigérants, ces obus vont donc prendre la route pour le site militaire de Suippes, dans la Marne. C'est là qu'ils seront stockés dorénavant bien à l'abri dans un dépôt conçu à l'origine pour recevoir des ogives nucléaires. Delphine Orviller et José Boulestex. Ici, tout est prêt pour l'arrivée de ce convoi de Pâques hors du commun. Pompiers, policiers, gendarmes et militaires sont sur le qui-vive. Les renforts sont arrivés de toute la région. Au total, c'est 400 hommes mobilisés pour un dispositif qui se veut rassurant. Si Suippes a été choisi, c'est que ces obus chimiques seront entreposés dans un ancien dépôt qui était activé il y a jusqu'à 4 ans, 5 ans. C'est un ancien dépôt nucléaire, donc qui répondait déjà à toutes les normes de sécurité voulues. Le convoi ne traversera pas la commune de Suippes, mais la contournera pour entrer directement dans le camp militaire. Les munitions seront alors déposées et stockées à 3 km de toute habitation, dans des enceintes entièrement bétonnées et enfouies à près de 10 mètres de profondeur. De quoi rassurer une population déjà habituée aux manœuvres militaires. Nous, on a tellement l'habitude d'entendre les avions puis l'artillerie en permanence du 1er janvier au 31 décembre que ça ne nous gêne pas. Non, moi, ça ne me gêne pas personnellement. Il y a les gaz qui me chipotent un peu. Mais les engins explosifs par eux-mêmes, ce sera mis en explosion, point terminé. Hein, ça ne changera rien du tout. Hein. Si c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous aussi, hein, je pense. Hein. Bah oui, hein. S'ils les ont évacués, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Hein. Inquiets ou sereins, les habitants de Suippes espèrent passer la nuit tranquille. Le convoi est attendu vers 4 h du matin. Alors Patrick Fandiot, vous êtes sur place, le départ est donc prévu cette nuit vers 1 h du matin et c'est un convoi très exceptionnel qui va prendre la route.
Oui Benoît, un convoi qui devrait passer derrière moi, juste derrière cette gare de péage, où il prendra la bretelle de l'autoroute A26 qui ne va pas tarder à être fermée à la circulation. Tout à l'heure, il y a quelques gendarmes qui se mobilisaient déjà. Alors le trajet de ce convoi, il quittera Vimy à 1 h du matin par la départementale 46, puis la nationale 17, avant de rejoindre l'autoroute A26, puis l'autoroute A4, direction finale par la départementale 977 jusqu'à Suippes. Un trajet de 230 km qui devrait durer entre 4 et 5 heures avec un luxe de précaution. Il y aura par exemple 10 minutes de temps de passage entre chacun des 8 camions. Mais c'est aussi un convoi exceptionnel par l'ampleur du dispositif qui l'accompagne. Jugez-en vous-même par ces quelques chiffres. 62 véhicules, quelques 350 gendarmes, militaires et pompiers pour surveiller ces 55 tonnes de munitions, mais surtout les 5 tonnes de phosgène, l'un des 2 gaz mortels à bord. Merci Patrick. Alors une fois parties les pièces les plus dangereuses, cette nuit il faudra encore évacuer 130 tonnes de munitions. La zone de 3 km autour de Vimy restera donc interdite à la population pendant 10 jours. La plupart des 13 000 personnes déplacées ont pu se reloger dans leurs familles, mais 1800 sont hébergés dans des lycées, sans compter la trentaine d'irréductibles qui restent barricadés chez eux à Vimy. Frédéric Vion et Patrick Wurstorm. Ces 120 vaches laitières proviennent toutes des villages de la région de Vimy. Aujourd'hui, leurs exploitations d'origine se trouvent dans la zone interdite. Impossible donc de les soigner ou de les traire si elles étaient restées sur place. Vendredi soir, il a fallu en toute hâte les transporter ici à 80 km de distance. Comme les autres habitants, leurs propriétaires n'ont été prévenus qu'au dernier moment. Moi j'ai appris ça dans mon tracteur d'abord. J'étais dans les champs en train de semer de l'engrais. J'essayais de me rassurer moi-même. Bon, je me disais dans ma tête, bon je suis dedans, mais bon, j'espérais quand même de ne pas évacuer mes animaux. Donc je suis rentré et ma femme m'a dit si il va falloir évacuer les animaux ou autre. Car bien sûr dans cette ferme d'accueil, rien n'a été prévu pour des laitières. Dès la première nuit, des camions ont donc installé cette station de traite ambulante, mais les bêtes sont nerveuses et leur rendement s'en ressent. En production de lait, effectivement, je crois qu'on va perdre la moitié de notre production. Ça, c'est sûr. Par le stress? Uniquement par le stress, c'est vrai. Les bêtes, elles ont... La première traite, on n'a rien eu. Hier matin, on n'a rien eu non plus. Donc, bon, là, on essaye de les remotiver un petit peu. Elles commencent à être calmes. Donc, on espère que ça va aller. Mais on ne retrouvera pas la production qu'on avait avant de partir. Aux portes du village interdit, les animaux ne sont pas le seul sujet d'inquiétude. Malgré la présence policière, les habitants craignent aussi les pillages. Certains ont refusé de quitter leur maison et s'y sont barricadés par sécurité. Je suis enfermé chez moi, j'ai fermé les fenêtres, je ne m'amuse pas à ouvrir tout. J'ai le droit de disposer de ma personne, je pense. Ma sécurité ne dépend que de moi. S'il viendra m'arriver quelque chose, c'est moi qui ai pris la responsabilité. Dès ce soir, tous les produits dangereux devraient avoir quitté Vimy. Le retour des habitants n'est pourtant pas prévu avant plusieurs jours. Dans la Somme, malgré l'accalmie de ces derniers jours, il est trop tôt encore pour parler de décrue et les habitants, là aussi, doivent s'installer dans la durée. Fabrice Sos et Christian Gallet ont été témoins de la solidarité qui s'exprime au quotidien. 74 mètres là. Philippe Roy n'a pas hésité une seconde. Avec la voiture de son entreprise, il collecte dans la région les dons destinés aux sinistrés. Bonjour monsieur. Je viens pour chercher les poils et tout ça par France Bleu. Ah ouais, d'accord. Voilà, bon ben je vais les charger, j'ai la voiture là. La voiture, ça va aller. Je vais la reculer un petit peu, bougez pas, ça va aller. Installée à quelques kilomètres d'Abbeville, cette famille pourtant modeste a décidé d'offrir radiateurs, frigidaires et des jouets pour les enfants. Comme on dit toujours, le peu, si tout le monde donnerait un petit peu, ça ferait une grande chose quoi. Alors, c'est le cœur qui perd. Si on pouvait donner plus, on donnerait plus. Bon, on ne peut pas donner plus. J'espère que tout qu'on a donné, ça ferait plaisir, quoi. Je vous remercie. De rien. Au revoir. C'est normal. Au revoir. C'est normal. Au revoir. Au revoir. Ces témoignages de sympathie, les victimes de la Somme en reçoivent de plus en plus. Philippe sacrifie son week-end de Pâques. Même si les inondations l'ont épargné, il se sent solidaire. Je pense qu'il ne faut pas être égoïste et puis il faut aider les gens qui en ont vraiment besoin actuellement. Parce qu'on s'aperçoit que ça devient dramatique et si on peut leur donner un petit coup de main, autant le faire. Je ne peux pas le faire dans la semaine, donc j'en profite de faire le week-end tout simplement. C'est en écoutant une radio locale que Philippe a décidé d'agir.
Comme lui, les auditeurs ont immédiatement proposé couverture, pompe à eau et matières premières. Nous avons demandé des denrées alimentaires non périssables, on les a eues dans les 3 minutes. C'est vraiment très très vite et ça vient d'un petit peu partout de Picardie. Philippe livre sa cargaison à Abbeville. Ici, on a dû ouvrir un second hangar pour entreposer tous les dons. L'opération Solidarité ne s'arrêtera pas avant la fin de la décrue. À Rome, la fatigue était trop grande pour que le pape puisse monter au balcon, donner sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, devant des dizaines de milliers de fidèles. Jean-Paul II a exhorté l'humanité à ne pas se résoudre à l'inévitable et à faire en sorte que le progrès soit au service de tous. Le week-end pascal, c'est aussi traditionnellement l'occasion pour les adultes qui ne sont pas baptisés et qui le souhaitent de faire leur entrée dans l'église. Ils étaient 2300 en France à franchir le pas. Dorothée Cochard et Fabrice Dujardin se sont rendus à Notre-Dame de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. À quelques heures de l'événement, une ultime prière. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Nicolas a 35 ans. Et dans quelques heures, il sera baptisé. Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Fils d'un juif et d'une catholique, d'une famille non pratiquante, rien ne le prédisposait. Et pourtant... Tout a été fait. Je crois qu'à certains moments dans la vie, on s'arrête, on regarde autour de soi, et on cherche un sens. Et le baptême, c'est bien entendu un symbole, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Voilà 2 ans que Nicolas se prépare, guidé par des chrétiens, pour apprendre à se familiariser avec la Bible. Le choix du baptême n'est pas un choix aisé. Choisir le baptême, c'est extrêmement difficile parce que ça remet en cause peut-être des acquis qu'on a eus dans sa vie d'adolescent, d'adulte. Ça remet en cause des masques qu'on peut porter. Ça remet en cause des habitudes qui ne sont pas des habitudes de vie chrétienne. Et donc, et puis on découvre quelque chose qui est complètement inconnu. Nicolas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelques gouttes d'eau bénite reçues de la main du prêtre, et voici Nicolas baptisé, enfin pleinement membre de la communauté catholique, et prêt à fêter avec elle sa nouvelle vie de chrétien. La paix, a dit aussi le pape à Rome, est même possible là où depuis trop longtemps on combat et on meurt, comme à Jérusalem. Pour cette première année du millénaire, les calendriers juifs, orthodoxes et chrétiens coïncidaient, mais l'intifada et la violence dans les territoires ont dissuadé les fidèles de se rendre en Terre Sainte. À Jérusalem, Charles Anderlin. Ce sont les Pâques les plus tristes qu'a connues Jérusalem ces dernières années. Très peu de pèlerins et encore moins de touristes ont fait le déplacement. Et dans la vieille ville, le chemin de croix était aujourd'hui presque désert. Il n'y a personne, pas de touristes, pas de business, rien que des problèmes, des taxes et la souffrance. C'est ce que nous avons cette année pour la fête. Par solidarité avec les victimes de l'intifada, les communautés chrétiennes ont annulé toutes les festivités. Les cérémonies religieuses se sont déroulées sans anicroche devant un public clairsemé. Il faut dire que l'actualité au Proche-Orient n'est pas encourageante. Par exemple, au cours des dernières 48 heures. Gaza, vendredi, le djihad islamique manifeste et promet de nouvelles attaques suicides en Israël. Hier après-midi, Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne effectue une nouvelle incursion en zone sous contrôle palestinien. 16 maisons et magasins, un poste de police sont détruits. Au cours de ces combats, 46 Palestiniens sont blessés. Dans la soirée, double attentat à la bombe à Kfar Saba près de Tel Aviv, un blessé grave, un Israélien de 70 ans. Un peu plus tard, explosion dans une maison à Gaza, un mort, le garde du corps du cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Selon le chef de la police palestinienne, il manipulait des explosifs. Cela n'empêche pas l'organisation intégriste d'accuser les Israéliens. Et ce matin, au cours des obsèques de la victime, le Hamas a lui aussi promis de lancer ses kamikazes contre Israël.
4 jours après le drame du stade d'Ellis Park à Johannesburg, au cours duquel 43 personnes ont trouvé la mort, une cérémonie de purification était organisée. Environ 5000 personnes s'y étaient rassemblées alors que toute la partie du stade où a lieu le drame avait été laissée vide. Le conflit dans les prisons turques, un 11e détenu est décédé des suites de la grève de la faim qu'il observait depuis le 29 novembre, ainsi qu'une étudiante en grève, elle aussi par solidarité. Ils sont actuellement 300 à 400 prisonniers engagés dans ce mouvement en Turquie pour protester contre la réforme des prisons. Anne Poncinet et Bernie Mériot. Ils sont 5 Turcs retranchés dans les locaux d'Amnesty International depuis vendredi soir. Hier, une trentaine d'autres a manifesté au premier étage de la Tour Eiffel. Tous sont solidaires du mouvement des prisonniers en grève de la faim en Turquie. 11 de ces grévistes sont déjà morts et beaucoup d'autres sont toujours dans un état grave. L'association des médecins de Turquie prévoit une quarantaine de morts dans les 5 à 10 jours qui arrivent. Le mouvement a débuté en octobre. Il concerne 300 à 400 détenus, des activistes d'extrême gauche qui entendent ainsi protester contre leur transfert dans des cellules de 3 lits alors qu'ils étaient jusqu'alors dans des dortoirs. Amnesty International déclare comprendre leur réticence. Il est indéniable que compte tenu de l'ampleur de l'utilisation de la torture en Turquie, le passage d'un isolement collectif, d'un hébergement collectif à un hébergement individuel, de grands dortoirs à des cellules, va renforcer le risque de torture. D'autres disent que si ces prisonniers refusent le transfert en cellule, c'est parce que leurs organisations politiques auraient plus de mal à garder le contrôle sur eux au sein même des prisons. Quoi qu'il en soit, cette crise est de plus en plus embarrassante pour la Turquie, d'autant qu'en décembre dernier, l'armée avait lancé l'assaut contre les grévistes, faisant 32 morts, dont 30 détenus. L'inquiétude monte en Afrique sur le sort de quelques 200 enfants esclaves qui se trouveraient à bord d'un navire fantôme dans le golfe de Guinée. Le bateau est attendu au Bénin après avoir été refoulé du Gabon et du Cameroun, mais personne ne sait en fait où il se trouve exactement. Cette affaire illustre une réalité de plus en plus présente en Afrique, le trafic d'enfants achetés à leur famille pour être employés comme main-d'œuvre dans des plantations de café ou de coton. C'est le cas entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comme le montre l'enquête de nos correspondants en Afrique, Éric Monnier et Roger Motte. Alpha Kaba Diakité est un chasseur de trafiquants. Depuis qu'il y a 2 ans, cet ancien journaliste a découvert l'ampleur du trafic d'enfants entre le Mali et les plantations de Côte d'Ivoire. Alpha a une obsession, libérer ses petits esclaves et les raccompagner dans leur village. Comme à Soussiena, où il a rendu 5 enfants à leurs parents. Présentement, les enfants partent du village. Ils vont chercher de l'argent, quoi. Voilà, ils vont chercher de l'argent avec des petits métiers à faire comme travail, quoi. Ouais. Et c'est eux qui ont décidé de partir tout seuls, ils vous en ont parlé ou... Bon, ils n'ont pas nous parlé. Ils ne m'ont pas parlé du tout. Ils sont partis Ils sont partis comme ça, brusquement, comme ça. Un jour, on est réveillé, matin, trouvé que les enfants sont partis comme ça. Partis à l'aventure, voilà où Yacouba et ses amis vont atterrir. Dans cette case d'une plantation ivoirienne, ils passeront ici 8 mois, sous-alimentés, à dormir à même le sol. Certains seront frappés violemment, et bien peu auront perçu un salaire. Depuis, ils ont été rendus à leurs parents, mais les sévices hantent encore les enfants. Ça touche des centaines d'enfants? Ah oui, des milliers, il faut dire. Des milliers, parce que j'ai fait exactement 158 campements à travers le territoire ivoirien. Et donc on ne peut pas parler du tout de centaines, mais plutôt de milliers et de milliers d'enfants. La ville de Sikasso, au sud du Mali, est devenue la plaque tournante de ce trafic. À la gare routière, un candidat au voyage trouvera bien vite une bonne âme pour avancer le prix du voyage vers la Côte d'Ivoire et ses plantations, 65 francs français. Le philanthrope, en fait un trafiquant, exigera ensuite un remboursement. Des mois, voire des années de travail pour ces enfants devenus des esclaves. La Côte d'Ivoire et le Mali ont bien promis récemment de lutter contre le trafic, mais de part et d'autre de la frontière, les moyens manquent. Dans les plantations ivoiriennes, la grande récolte, c'est dans 4 mois. Les producteurs de coton embaucheront des centaines d'ouvriers agricoles. Si possible, pas trop cher et pas trop grand. Le coton pousse à 40 cm du sol. Les trafiquants d'enfants s'en frottent déjà les mains.
En Espagne, l'ETA s'en prend maintenant à l'Église catholique. L'organisation armée juge qu'elle a perdu sa neutralité dans le conflit, une neutralité qui lui a permis par le passé d'intervenir comme médiateur. Et puis au Pays basque français, le mouvement indépendantiste Abertzale Batasuna déclare Franck Ribou persona non grata. Le PDG de Danone n'est pas le bienvenu dans sa résidence secondaire d'Archange depuis les licenciements annoncés chez lui. C'est le premier procès visant l'ordre du Temple solaire. Il doit s'ouvrir mardi devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Un seul prévenu, le chef d'orchestre Michel Tabachnik, dont on ne sait pas s'il se présentera, et 16 cadavres retrouvés dans le Vercors la veille de Noël. Joël Briandet et Guillaume Fautra. 23 décembre 1995, au lieu-dit la Serre du Page dans le massif du Vercors. Tôt dans la matinée, les gendarmes découvrent 16 cadavres partiellement calcinés, 16 personnes disparues depuis une semaine, 16 nouvelles victimes de l'ordre du Temple solaire. Les corps n'ont pas encore été touchés, ils se trouvent toujours dans la position que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire en forme de soleil. Disposés en fait en étoile, un sac poubelle sur la tête, ils pensaient s'embarquer pour une nouvelle vie. Toutes les victimes, dont 3 enfants, ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Sur le parking en contrebas de la Clairière, 4 voitures immatriculées en Suisse et en France. Elles appartiennent aux victimes. Mais les indices sont minces. Les enquêteurs ont-ils affaire à un suicide collectif? Y a-t-il eu intervention extérieure? 2 questions au cœur de l'instruction. Selon le magistrat chargé de l'enquête, 2 hommes parmi les victimes auraient été les exécutants du massacre, l'architecte suisse André Friedli et 7 hommes, le français Jean-Pierre Lardancher, un inspecteur de police. Après avoir drogué puis abattu les 14 autres adeptes, il se serait suicidé d'une balle de 357 Magnum. L'ancien champion de ski Jean Vuarnet a perdu sa femme et l'un de ses fils dans le massacre du Vercors. Avec Alain, son autre fils, ils mettent en doute les conclusions de l'instruction et la thèse du crime en vase clos. 6 ans après les faits, ils cherchent toujours à comprendre. Il est évident que y a un problème de crédulité, ils avaient quelque chose, mais tellement de gens sont crédules et ça ne les emmène pas si loin. Ils sont quand même tombés dans un système qui était dramatique. Un système qui devait leur permettre de gagner l'étoile Sirius, rejoindre ce qu'ils appellent le père par transformation de la matière, le fameux transit. Une des nombreuses formules ésotériques qu'on retrouvait lors des cérémonies occultes de la secte. Les adeptes de l'ordre du Temple solaire se voyaient comme une élite chevaleresque et mystique. Certains affirmaient même être la réincarnation des Templiers des XIIe et XIIIe siècles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 23 morts à Chéry. Le massacre du Vercors en rappelle un autre, 14 mois plus tôt. Au Canada et en Suisse, 53 personnes au total ont trouvé la mort. Dans les décombres de ce chalet du Valais, les corps de Luc Jouret, médecin homéopathe belge, et du français Joseph Dimambro, les 2 gourous de l'OTS. Pour la justice suisse, les acteurs de la tuerie faisaient partie des victimes. Elle a donc rendu un non-lieu. La justice française, elle, a retenu le rôle du chef d'orchestre suisse Michel Tabachnik. Le juge d'instruction Luc Fontaine a relevé que ce proche de Dimambro, au centre sur cette photo, était l'auteur de nombreux textes servant à conditionner les adeptes. Des textes où il était déjà question de Sirius. Le chef d'orchestre ne sait pas aujourd'hui s'il viendra à son procès. La loi française l'autorise en effet depuis le 1er mars à se faire représenter par son avocat. Bouc émissaire ou numéro 3 de l'OTS, le tribunal s'est donné 15 jours pour trancher. Le sport maintenant est d'abord le Paris-Roubaix. C'est un Néerlandais qui a remporté l'épreuve en solitaire, mais pour sa 99e édition, l'Enfer du Nord n'a jamais si bien porté son nom. Julien Beaumont et Blaise Grenier. Paris-Roubaix, cauchemar des coureurs, cauchemar des organisateurs. Toute la matinée, le conseil municipal d'Aveluy, petite commune perdue sur le tracé, s'est donné tant de mal pour rendre le secteur 14 praticable. Un secteur inédit de l'épreuve, un passage terrible, couvert de boue et de nids de poules, le coin des spécialistes. On a fait une 51 km de parcours et on a trouvé qu'ici c'était quand même assez extraordinaire. Depuis 61 que moi je viens, je n'ai jamais vu ça.
Le lieu est perdu au milieu des champs, seuls les passionnés le connaissent. Un peu partout sur le parcours. Et enfin ils arrivent, fidèles à la légende. L'endroit est bien choisi, la cadence ralentit. Dans la foule, les conseils d'anciens se font entendre. 2 heures d'attente pour quelques minutes de spectacle et la satisfaction d'une mission remplie. On y a travaillé toute la semaine et encore jusqu'au dernier moment pour que ce soit en sécurité pour les coureurs et je suis content qu'il n'y ait pas eu de chute sur mon tronçon. La chute, c'était quelques kilomètres plus loin, à l'entrée d'Arambert. Philippe Gaumont, l'un des meilleurs Français, reste au sol, fracture du fémur. Et les gueules noires continuent le boulot. Déjà 200 km de pavés aiguisés dans les pattes. La tranchée d'Arambert, malgré la pluie, malgré la boue, est avalée sans un mot. La fatigue commence à se faire sentir. À 13 km de l'arrivée, Servais Knaven, le Hollandais, tente le tout pour le tout. Une échappée qui le mène jusqu'au Vélodrome. Johan Museeuw, vainqueur l'an dernier, a bien tenté de le contrer, mais 3 crevaisons l'ont dissuadé. Il finit 2e. Carton plein pour l'équipe belge d'Homo, 2 coureurs aux premières places et une nouvelle recette pour cette édition 2001, le pavé sauce hollandaise. Le football est le retour de Tapi à l'OM, un retour sous le signe de la sobriété pour lui et de l'efficacité pour son équipe puisque Marseille l'a emporté sur Sedan 2-1 en championnat de France, but de Belmaldi et de Wea alors que Sedan avait ouvert la marque à la 7e minute. Le cauchemar de la relégation s'éloigne donc pour l'OM alors que ce week-end, sur un autre terrain, Nantes a pris une bonne option sur le titre de champion en battant Bastia 1-0. Voilà les 2 buts de Marseille. La Formule 1 et l'abandon de Michael Schumacher devant les tifosi sur le circuit d'Imola. Mais c'est son frère Ralph sur Williams qui l'a remporté devant David Coulthard. L'Écossais rejoint ainsi Schumacher en tête du classement au championnat du monde de Formule 1. Les 24 heures du Mans en moto, c'est la Suzuki privée des Français Guyot, Scarnato et Dussauge qui a créé la surprise en remportant l'épreuve devant la Honda officielle tenante du titre. Mais cette course est d'abord l'un des plus grands rassemblements de motos en Europe. Ils étaient environ 90 000 motards tout le week-end autour du circuit. Mathias Hillion et Yann Moine. Bottes de cuir, blouson de cuir et lunettes noires, l'uniforme ne trompe pas, nous sommes bien au pays des motards. Un étrange pays qui comptait 100 000 habitants le temps d'un week-end et autant d'adeptes, des gros cylindrés. C'est assez impressionnant un rassemblement comme ça, on dirait un peu une secte. C'est vrai aussi, ouais, c'est vrai que... En fait, je crois qu'il faut quelque chose pour que tout le monde se rassemble à un endroit et c'est ce qu'est le Mans, quoi, c'est ça. Hein. Des pneus qui partent en fumée, des moteurs rugissants, des duels entre amateurs, c'est aussi ça les 24 heures du Mans. En 92, ces courses sauvages avaient fait 10 morts à la périphérie du circuit. Depuis, les organisateurs ont repris les choses en main. Plutôt que de faire ça dans des conditions de sécurité pas du tout adaptées, on a organisé cette piste d'essai, cette piste de run qui est réellement structurée. Les gens peuvent venir s'éclater. Quand la nuit tombe sur le Mans, la compétition continue et le travail des secouristes ne fait que commencer. Avez-vous trouvé la victime à vous? La zone la plus chaude, le camping du Hou, 30 000 motards y ont campé tout le week-end. Vous passez à travers le camping. Voilà, on passe à travers la concentration et c'est pas triste. La nuit c'est relativement chaud, il y a des périodes qui sont un peu plus calmes, mais bon, il y a des périodes qui sont très chaudes et puis ça monte en puissance suivant les moments de la nuit. La compétition terminée, les motards ont plié bagages. C'est une autre course qui s'engage pour les services de propreté de la ville du Mans. Il leur faudra 3 semaines pour nettoyer le site. Du cinéma avec l'histoire d'une amitié entre un vieil écrivain blanc et misanthrope et un jeune noir du Bronx. L'écrivain est incarné par Sean Connery et l'adolescent par Rob Brown, un parfait inconnu dont c'est le premier rôle au cinéma. Ça s'appelle À la rencontre de Forrester. Sophie Jouve. Allez. Vas-y quoi? Écris. Le premier défi de ce film était de dénicher son héros. Un garçon de 16 ans, noir, jouant au basket et capable d'affronter Sean Connery. Rob Brown a décroché le rôle, il était lycéen. C'est son premier film. Il n'y avait aucun doute, c'était lui qu'il fallait.
Bien sûr, les distributeurs ont passé quelques nuits blanches à l'idée que le rôle principal serait interprété par quelqu'un qui n'avait jamais fait de cinéma, ni même de théâtre. Avec un naturel déconcertant, il incarne Jamal, un lycéen démangé par l'envie d'écrire et intrigué par Forrester, un homme qui vit reclus dans le Bronx. Pousse le verrou. Un écrivain culte qui va devenir le mentor du jeune basketteur. Un concours d'écriture, ça vous est déjà arrivé d'en faire? Un concours d'écriture? Oui. Hein, une fois. Il y a très longtemps. Et vous avez gagné? Bien sûr que j'ai gagné. Gagné quoi? Du fric? Le Pulitzer. Il s'agit avant tout d'une amitié. Une amitié entre deux personnes que tout oppose. Leur seul point commun, c'est l'écriture. Ils devront accepter leurs différences pour apprendre à se connaître. Et Forrester va aider Jamal à prendre son envol. Le dieu du basket va devenir un as de la littérature anglo-saxonne, un conte de fées made in Hollywood. Vous entendrez le pas rythmé des chevaux. Toute grande vérité commence. Un conte pédagogique comme l'Amérique les aime tant, naïf parfois, fort et émouvant le plus souvent, la mise en scène minutieuse prend le temps de donner une réelle épaisseur au personnage. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Soulagement à pleine fougère. L'assassin présumé de la petite Caroline Dickinson est bien Francesco Archimontes, l'Espagnol arrêté aux États-Unis. Les tests ADN pratiqués à Paris l'ont confirmé. Et puis à Vimy, malgré un incident ce matin, les préparatifs s'accélèrent pour le transfert des obus chimiques de la Grande Guerre. Il aura lieu cette nuit par la route jusqu'à la base militaire de Suippes en Champagne. Voilà, dans un instant, la météo, ce sera Isabelle Martinet, 20h50, votre film du dimanche, La Firme avec Tom Cruise, 0h35, le dernier journal, ce sera Alexandre Carra, à 13h demain, ce sera Antoine Cormery, et à 20h, vous retrouverez bien sûr Claude Sérillon. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2.